Salut YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette éprouvante mais belle semaine pour le Real Madrid. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo nouvelle, un concept nouveau, puisque vous allez retrouver à présent Rota et moi régulièrement sur cette chaîne pour parler de l'actualité du Real Madrid. Alors salut Rota, Salut Tom, salut à tous. la forme? Très bien et toi? Bah écoute, ça va, après une petite qualif pour les demi de Ligue des Champions, une Liga qui est plus ou moins déjà en poche, je pense qu'on avait pire. Nous sommes justement quelques jours après la qualification du Real Madrid, pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le Real affrontera Manchester City, donc en demi-finale. Match aller le 26 avril prochain en Angleterre et le 4 mai prochain au Bernabeu pour le retour. De l'autre côté, Liverpool affrontera Villarreal, la grande surprise de ce dernier carré. Et en fait, cette campagne européenne réalisée par le Real, elle est tellement indescriptible, tellement indéchiffrable, tellement surprenante, que je crois qu'on peut légitimement en fait se demander si réellement Liverpool et Manchester City sont aujourd'hui plus favoris que les Merengues pour aller glaner le titre. Parce que ces deux équipes ont montré qu'elles ont aussi des points faibles. Parce qu'on sait aussi qu'à mesure que la compétition avance, le Real est chaque fois plus difficile à sortir. Parce que plus le titre se rapproche et plus les mecs sont focus sur l'opportunité de la remporter. Et de surcroît, bah, on a un Real qui a déjà quasiment plié le championnat en Espagne, tandis qu'en Angleterre, bah, les deux ogres sont bien partis pour se battre jusqu'à la dernière journée. Mais avant de te lancer sur la question, Rota, j'aimerais qu'on se refasse un peu le film de la campagne européenne du Real Madrid, parce que bah, mine de rien, le storytelling pourrait être incroyable si jamais ça allait au bout. Du coup, revenons sur la phase de poule du Real Madrid. Comment toi tu la résumerais? Effectivement, c'était des débuts assez timides. On l'a vu face à l'Inter où on se fait énormément bousculer. On arrive à l'emporter à la dernière minute. On enchaîne avec une défaite à domicile face à Tiraspol. Donc c'est vrai que c'était des débuts compliqués. Et puis on a tout de suite enchaîné avec le plein de points pour s'imposer assez largement dans ce groupe. Donc c'est vrai que l'histoire pourrait être belle parce qu'on enchaîne en éliminant le Paris Saint-Germain, puis le tenant du titre. On va maintenant jouer Manchester City, qui est peut-être actuellement la meilleure équipe au monde. Donc effectivement, ça pourrait être une Ligue des Champions qui pourrait être très très belle pour le Real. Ouais, justement, moi j'ai envie de parler finalement d'un Real Madrid à l'image de la première partie de saison, cette campagne en phase de poule. Un Real qui est solide et qui est efficace, parce que j'ai noté 14 buts marqués et seulement 3 buts encaissés en 6 matchs. Ouais, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je crois qu'on termine meilleure défense avec le Bayern Munich, 3 buts encaissés. C'est peu, surtout quand on connaît l'assise du Real et puis les performances de Thibaut Courtois. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été mis en difficulté et que tout s'est très très bien passé pour le Real. Mais comme tu l'as dit, ça veut dire qu'on a été efficace devant et puis qu'on a su faire preuve d'expérience derrière. Donc réellement, voilà, à l'image de cette première partie de saison, on était très réaliste sur certains matchs de Liga, même quand on a été bousculé. C'est un Real qui arrive à gagner au forceps et c'est une des qualités pour pouvoir gagner la Ligue des Champions, c'est d'être très réaliste devant et d'avoir une bonne défense. Ouais, justement, il y a eu deux bémols, tu l'as dit. Il y a la défaite contre le Sheriff Tiraspol au Bernabeu 2-1. Une défaite qui reste finalement anecdotique. Oui, effectivement, ça a été le cas aussi les années passées. On avait buté face au Shakhtar, je crois, l'an passé, et puis face au CSKA Moscou, on s'était fait corriger 3-0 il y a 2 ou 3 ans. Mais ça reste anecdotique dans le sens où on prend 15 points sur cette phase de poule et on termine avec 5 points d'avance sur l'Inter. Donc finalement, pas trop de gravuge après cette défaite à domicile. Mm. Ouais, puis même, franchement, même par rapport à la physionomie du match, enfin, j'ai plus les stats exactes en tête, mais je crois qu'on fait plus ou moins une trentaine de frappes dans ce match. Voilà, bon, il y avait un manque évidemment d'inefficacité, mais il y a également un manque de malchance. Je crois qu'on tape 2 ou 3 fois les poteaux, enfin les montants. Enfin, bref, c'était ouais, vraiment un match pour le coup sans et qui reste anecdotique. L'autre petit bémol, et là pour le coup il est peut-être un peu plus significatif, c'est ce match très compliqué contre l'Inter de Milan, qui finalement me fait un peu penser à celui qu'il y avait eu également face à Séville, mais également face à Bilbao à Bernabeu sur la même période. Dans les 3 matchs, on s'était retrouvé face à une équipe qui pressait très haut, qui mettait beaucoup de densité, d'intensité, qui était plutôt bien organisée, et déjà là, ça avait posé problème pour le Real.
Ouais, et c'est dans cette période-là, je crois que Thibaut Courtois nous a sauvé les fesses, comme ça a été malheureusement souvent le cas, malheureusement ou heureusement souvent le cas cette saison. Et c'est vrai que c'est à noter face aux grosses cylindrées, le Real est fortement bousculé en règle générale parce que même si on s'est imposé face au PSG, ça a été le cas aussi au match aller lorsqu'ils ont pressé haut, on s'est fait mettre en difficulté. Ça a été le cas face à Chelsea cette semaine et ça a été le cas, comme tu l'as dit, face à Séville. C'était le cas face à l'Athletic Bilbao, ça a été le cas face au Barça à domicile. Et c'est ce qui pose un peu problème. Et c'est ce qui me fait dire que ça sera un match très compliqué face à Manchester City parce que c'est plus ou moins ce même genre d'équipe qui arrive à très très bien presser et qui, au contraire, lorsqu'elle est pressée, arrive grâce à sa qualité technique à se défaire de tout pressing. Donc voilà, l'histoire pourrait être belle, mais je pense qu'on a encore une étape au-dessus à passer avec Manchester City qui arrive, parce que là, pour le coup, je pense que et tactiquement et techniquement, on aura une équipe qui sera encore au-dessus de celle qu'on a affrontée jusqu'ici. Mm. Mais justement, si on poursuit un peu la chronologie, PSG, tu as pas mis le doigt dessus. Donc derrière, on arrive sur les huitièmes de finale. Dans le contexte qu'on connaît avec Kylian Mbappé, on tire le PSG. Et enfin, il y a quelque chose qui est très intéressant, je trouve, c'est que avant le match aller, tout le monde se dit, en tout cas beaucoup d'observateurs, et moi j'étais plutôt d'accord avec ça, on se disait que collectivement, le Real Madrid était supérieur au PSG, voilà, que c'était plus solide défensivement, un plan de jeu qui était plus clair, il était ce qu'il était, mais il était clair et il fonctionnait, il a très bien fonctionné sur la première partie de saison. Et pourtant, on s'est fait tabasser à l'aller avec un Carlo Ancelotti qui a été très très critiqué. Alors, je pense que ce qui différencie en fait le Real et le PSG, je pense que c'est plutôt la cohésion. En termes de cohésion, on le sait, on le voit, le Real Madrid, c'est un vrai groupe. Il y a une vraie alchimie, il y a de vraies amitiés. On le voit en dehors des terrains, c'est quelque chose qui est important et qui soude un groupe. Et le Real Madrid, à ce niveau-là, est parfaitement agencé. Côté PSG, c'est un peu différent. On parle de clans sud-américains, on parle aussi de jalousie un peu entre joueurs, on parle d'hygiène de vie pas top de la part des joueurs. Et je pense que sur le terrain, ça montre que le collectif n'est pas forcément leur force majeure. Par contre, sur ce type de match, en tous les cas, c'était le cas sur le match aller et puis même sur la première mi-temps du match retour, on a vu du côté de Paris un groupe, une équipe qui était cohérente, qui avait de la cohésion et qui allait dans le même sens. Ce qui a fait la différence, je pense, c'est l'expérience du Real Madrid et cet ADN dont on parle énormément. Mais je pense qu'on aura un discours très très différent si on était sorti face au PSG parce que finalement, ça aurait été un match de plus face à une grosse cylindrée où on a été énormément mis en difficulté. Encore une fois, face à Paris, je pense que sur 150 minutes des 180, on est bien en dessous d'eux et on s'en sort grâce à des individualités. Donc le Real, c'est une force collective. Peut-être, c'est un groupe plutôt pour moi qui repose énormément sur ces individualités. Je ne suis pas certain qu'on ait une réelle force collective, en tous les cas dans le jeu, au sens propre du terme. Oui, parce qu'après, au retour, enfin moi j'ai j'ai quand même souvenir, pardon, de, d'une bonne entame du Real Madrid. Il y a à peu près 10 bonnes minutes de jeu. On les presse bien, on les force à jouer dans leur camp. On les force pardon, à ressortir très difficilement en mettant des longs ballons, ce qui n'est pas forcément leur jeu. Après, c'est vrai que le PSG a assez rapidement finalement repris le contrôle des opérations. Ils mettent le deuxième but avec Mbappé. Et c'est vrai que, honnêtement, au retour des vestiaires, enfin, c'est pas qu'on n'y croyait plus en tant que supporter du Real, mais c'est qu'on avait absolument besoin en fait d'une étincelle pour. Il fallait absolument qu'il y ait un message qui soit envoyé de la part du Real. Bon, voilà, il y a eu ce but et cette erreur de Donnarumma, avec ensuite ce qui s'est passé. Mais effectivement, sur les deux matchs, globalement, la supériorité du PSG était assez claire. Et justement, sur cette double confrontation, et notamment sur le match aller, c'est aussi là qu'on a vu les premières grosses critiques au sujet de Carlo Ancelotti et sa façon d'aborder les gros matchs. Ouais, c'est un peu toujours pareil. Alors moi, tu connais mon avis là-dessus. Je trouve il est beaucoup trop timide, trop froid, beaucoup trop italien. Voilà, c'est ces matchs abordés en ayant une certaine crainte ou en tous les cas en essayant de ne pas prendre de but et puis voilà, de compter sur une étincelle. Pour moi, c'est un pari qui est trop risqué et c'est surtout pas la philosophie du Real et surtout pas l'image que doit montrer le Real Madrid. Donc ça me peine un peu à chaque fois de voir le Real hésiter ou être bas. Mais surtout, on en parlait sur le podcast face à Chelsea. Ce qui est surtout dérangeant, c'est qu'en fait, le Real Madrid ne sait pas et n'a pas les joueurs pour jouer en bloc bas. Et c'est ce qui me dérange le plus parce que j'ai l'impression que c'est un non-sens. Et je pense que j'ai pas de leçon à donner à Ancelotti, mais j'ai du mal à comprendre qu'il ne le voit pas.
Donc c'est vraiment quelque chose qui me gêne et je pense qu'il faudra surtout pas faire ça face à City si on veut avoir des chances d'exister. Mmh. Derrière, on joue Chelsea en quart de finale. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, je sais pas si on peut parler de réaction, mais en tout cas, sur le match aller, il y a un très bon Real Madrid, un immense Karim Benzema. On peut dire un bon Carlo Ancelotti. En tout cas, on peut lui donner le crédit du fait d'avoir choisi voilà, de choisir cette option Fede Valverde en plus du trio historique du Real Madrid au milieu de terrain. Finalement, ça a fonctionné. On peut parler d'une bonne réaction. Ouais, je pense que la tactique était bonne. Je pense que son plan de jeu était bon. Je pense que tactiquement, il a eu une très bonne approche du match. Et en plus, bah, toutes les planètes étaient alignées. On a eu un immense Karim Benzema. On a eu des individualités qui étaient au rendez-vous, qui étaient au niveau. Et puis, collectivement, on a senti un Real qui avait envie d'imposer son jeu et qui, surtout, je pense, sentait qu'il pouvait faire douter ce Chelsea-là et le mettre à mal. C'est pas le meilleur Chelsea qu'on ait vu des dernières années, même si ça reste un groupe qui est assez costaud. On sentait, nous en tant que supporters, et on l'a vu sur le terrain, que voilà, il y avait moyen de les mettre à mal et c'est ce qui s'est passé. Ce que je regrette surtout, bah, c'est le match retour du coup, où là, l'approche est en fait similaire et différente, c'est-à-dire qu'il met le même 11 en se disant ça a marché, on refait. C'est un peu ce que faisait Zidane et ce que je lui reprochais, c'est ce qu'a fait Ancelotti. Et c'est là où justement on était mis à mal parce qu'il a refait la même chose en se disant on a 2 buts d'avance, par contre là on met le même 11 et on va essayer de minimiser les dégâts et on va reculer un petit peu en les laissant venir. Chose à ne surtout pas faire face à ce Chelsea-là et chose à ne surtout pas faire face à Manchester City ou face à n'importe quelle grosse cylindrée qui sait presser, qui est très très bonne techniquement et qui a des individualités pour te punir. Mmh. Bon, toujours est-il que finalement le Real, l'a fait et le Real a terminé, a joué quasiment 30 minutes ou plus de 30 minutes je crois avec une défense, historiquement, incroyable. Lucas Vazquez à droite, Carvajal, défenseur central, d'un soir, David Alaba, qui est pas forcément non plus un défenseur central de métier, même si aujourd'hui on peut le considérer comme tel et Marcelo sur le côté gauche. Ouais, une défense bah, inédite, je pense. Je pense qu'on n'avait pas vu ça. De toute façon, Carvajal dans l'axe, je pense que c'était une première. Et en plus, c'est une première réussie. C'est incroyable. Et c'est ce qui montre aussi que ces joueurs-là, que ce groupe-là a quelque chose de particulier avec la Ligue des Champions et avec ce club. C'est que peu importe où on les met, dans quelles conditions, peu importe leur temps de jeu, sur ce genre de match-là, ils sont capables de sortir leur triple et de donner leur vie. Et c'est ce qui justement fait qu'on les aime. Mais surtout, ce que je retiens, c'est que sur ces 40 dernières minutes, parce que c'est depuis la 80e, là où on réagit, c'est que le Real est enfin sorti. Le Real a enfin regardé Chelsea dans les yeux. Et pourtant, on pouvait prendre des buts en compte parce que en contre, Chelsea est tout aussi redoutable. Mais le Real Madrid a enfin joué les yeux dans les yeux avec ce Chelsea-là et l'a mise à mal. La preuve, on revient, on met 2 buts. Et je pense qu'il y a peu d'équipes qui auraient pu faire aussi mal à Chelsea que nous. Ouais, complètement. Et c'est peut-être le signe aussi qu'il se passe quelque chose, justement du côté du Real cette saison en Ligue des Champions. Et donc maintenant, bah, si Manchester City arrive, parlons de ce qui arrive. Est-ce qu'ils font si peur que ça, les Citizens? Alors, il y a toujours cette double version. C'est-à-dire qu'on a le Manchester City où, oui, techniquement, oui, tactiquement, avec Pep Guardiola, ils ont des joueurs de qualité à tous les postes. Forcément, ce Manchester City-là fait peur. Et puis, on a cette autre version où Manchester City arrive à, malheureusement pour eux, parvient à se liquéfier lors de grands rendez-vous. Et le Real Madrid peut ne pas en avoir peur parce que le Real Madrid a que rarement galéré face à City historiquement. Donc à voir quelle version on aura de Manchester City. Mais je pense que dans tous les cas, comme je le disais, le Real n'a pas à avoir peur. Le Real ne peut pas attendre City. Le Real ne peut pas jouer en bloc bas face à City. Il faudra vraiment un Real en mode Ligue des Champions avec ce costume vraiment de guerrier, celui qu'on a vu sur les 40 dernières minutes face à Chelsea, celui qu'on a vu sur les dernières minutes face au PSG et celui qu'on a vu historiquement dans ces grands rendez-vous-là. Il faudra dans tous les cas ne pas attendre City. Si on attend City, je pense que c'est plus fort que le PSG, c'est plus fort que Chelsea et je pense on se fera punir de sorte à ne pas pouvoir réaliser de troisième miracle parce qu'il faut se le dire, même si on a compté sur des individualités hors normes et sur un ADN hors norme, j'ai des doutes sur le fait que ça puisse à chaque match se rééditer. Donc je pense qu'il faudra vraiment appréhender et entamer le match, le premier match, le match aller, de manière très différente. Bon après Dans tous jamais les deux cas, comme le tard face à Chelsea, ça serait idéal. bon après jamais 203 donc voyons voir.
Mais Sauf que, bon, si on synthétise un peu grossièrement, collectivement, Manchester City c'est plus fort. En qualité et profondeur d'effectif, City c'est plus fort. En également. revanche, le Real, on peut dire qu'ils ont l'expérience pour eux. Est-ce que ça fait vraiment de City le grand favori de cette rencontre? Cette double confrontation. Je pense qu'à ce niveau-là de la compétition, ça reste du 50-50. C'est du 50-50 parce que, comme tu l'as dit, il y a le côté expérience, il y a le côté ADN, il y a le fait de recevoir le match retour à la maison. On sait très bien que ça réussit ces derniers temps au Real. Donc il y a tout un tas de choses. Et puis, comme tu l'as dit aussi, pareil en préambule, City se tire la bourre avec Liverpool en championnat, alors que Mm. le Real, on espère, peut-être dès ce week-end, va mettre l'une des dernières pierres à cette Liga pour remporter la Liga. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent entrer en ligne de mire. Si le Real s'impose ce week-end, Osasuna, je pense qu'on ira jouer à City avec un peu moins de poids en tous les cas, parce qu'on se dira que la Liga, elle est à trois quarts acquise. Chose que les Citizens ne pourront pas se dire jusqu'à la fin. Je pense que ça va durer jusqu'à l'avant-dernière ou la dernière journée avec Liverpool. Et je pense que ce sont les trois équipes favorites forcément de cette Ligue des Champions, mais que ces dernières pourraient avoir un peu plus de mal à digérer la Ligue des Champions. Ok. Et est-ce que Carlo Ancelotti peut être le point faible du Real Madrid sur cette double confrontation? Je pense notamment à son duel avec Pep. On a vu quand même que Thomas Tuchel avait été capable de faire des ajustements et de complètement atomiser ce que Carlo Ancelotti avait mis en place sur le premier match. Est-ce que Ancelotti peut être le point faible véritable de ce Real sur cette confrontation? Alors, j'aime pas dire ça, j'aime pas dire point faible, mais oui, je pense qu'en quelque sorte, oui, dans le sens où la manière d'aborder la double confrontation va être primordiale pour moi. La composition, forcément, va avoir un rôle majeur parce que je pense qu'il faudra s'adapter à Manchester City. C'est pas être faible que de s'adapter à une compo rivale, c'est simplement faire preuve de sens tactique et c'est ce que fait très bien Pep Guardiola par exemple. Et lui, en tous les cas, je pense qu'il va adapter, entre guillemets adapter, hein, qu'on se comprenne. Hein, c'est pas City qui va s'adapter au Real ou le Real qui va s'adapter à City, mais en tout cas, tactiquement, il va y avoir une adaptation de sorte à mettre à mal l'équipe d'en face. Et j'ai l'impression que Carlo Ancelotti ne, ne sait pas ou ne veut pas faire ça. Il n'y a pas réellement d'énormes changements. Et surtout en cours de match, lorsque son équipe est malmenée, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de changement assez tôt. Je le vois par exemple, même si ce n'est pas forcément un exemple cette année, mais Xavi n'a pas hésité avec le Barça à changer 2, 3 gars à la mi-temps. Et il a inversé des rencontres comme ça. Ce n'est pas le seul qui le fait en Europe, mais des fois, voilà, il faut savoir se dire je me suis trompé, j'ai mal abordé la rencontre et ce changement-là est prépondérant, il est primordial et on en a besoin. Et puis le réaliser, que ce soit à la mi-temps ou tôt dans la rencontre. Et j'ai l'impression qu'Ancelotti met un peu de temps à le faire. Et ça peut être effectivement un point à souligner qui peut être très important pour la double confrontation. Mm. D'ailleurs, tu parles du fait que Carlo Ancelotti met du temps à réagir, mais tu vois, ça me fait rebondir un peu sur la réaction de Tony Kroos quand il est sorti ce week-end, en milieu de semaine, pardon, contre Chelsea. Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu tenu par ses cadres? J'espère pas, parce que c'est tout ce que je redoute. Une situation à la Paris Saint-Germain, on n'en veut pas. Après, la différence, comme on le disait en podcast, je pense que c'est une réaction qui est humaine, qui est naturelle. Il n'a pas fait d'énormes bruits. Bon, sur ces mots, on a pu lire des mots pas très doux à l'égard d'Ancelotti, mais je pense que voilà, c'est dans le moment. Et ensuite, quand il sort, il va quand même checker son coach, ce qui est normal. Hein. S'il ne l'avait pas fait, je pense qu'il aurait mangé auprès de la direction. Mais voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment des joueurs qui le tiennent. Par contre, j'ai l'impression que lui se sent peut-être redevable de ces joueurs-là, un peu comme l'était Zidane quand il est revenu. Et c'est ça qui me dérange un peu plus, c'est que ils doivent tellement tout à ces mecs-là que peut-être qu'ils ont pas envie ou peur je sais pas, de créer un contexte de mal-être. Et puis justement, ils le disent, Zidane le disait, Carlo Ancelotti le dit également, il a envie de concerner tout le monde et je pense qu'il a envie d'avoir tout le monde un peu dans sa poche. Et peut-être, comme tu le dis, que d'enlever l'un des cadres, ça pourrait créer un malaise avec ce cadre-là ou peut-être même avec les joueurs qui l'entourent. Donc, je sais pas, c'est un peu compliqué de s'exprimer là-dessus parce qu'on Mm. n'est pas à l'intérieur du club, mais peut-être que c'est l'une des réponses à ces changements tardifs.
Bah, ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup plus facile de sortir Eduardo Camavinga à la pause que Tony Kroos. Ça, c'est une Ça, c'est évidence. sûr. Du coup, bon, tu l'as un peu évoqué, mais du coup, quel Real est-ce qu'on doit voir pour passer? Un Real, du coup, qui est entreprenant, qui est offensif, qui va chercher son adversaire. Alors, oui, sans que ce soit un Real qui fasse un pressing qu'il ne sait pas faire. On le sait très bien, le Real parvient à très bien presser, mais c'est aussi opérer des pressings qui n'ont pas lieu d'être, qui sont mal réalisés. Et face à City, qui a une sortie de balle exceptionnelle, qui techniquement est une équipe qui n'a plus rien à prouver, ça pourrait également nous mettre en danger. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real ne devra pas attendre en bloc bas, ne devra pas attendre dans ses 16 derniers mètres pour affronter City. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais j'ai peur d'un Real qui souhaite opérer en contre en balançant sur Vinicius, un peu comme c'était le cas face à l'Inter, un peu comme on l'a vu l'an passé face à Liverpool. Je ne suis pas sûr que ça passera face à ce City-là. Encore une fois, on ne sait pas quel City on aura. On peut avoir un City qui se liquéfie face à l'événement et puis le Real Madrid qui en profite. Mais vraiment, je pense qu'on aura besoin d'un Real conquérant, d'un Real quand même qui presse, qui ne les laisse pas respirer et surtout d'un bloc vraiment médian euh, qui soit très proche en fait. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'on ait 15 mètres entre chaque ligne, il faudra vraiment un bloc qui puisse annihiler la tactique des Citizens, qui eux ont différentes armes vraiment pour punir le Real Madrid. On sait qu'ils peuvent être très efficaces sur les côtés, mais qu'ils peuvent également faire des attaques placées. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui va être très très difficile à manœuvrer, mais le Real Madrid en a les capacités, en a les qualités, si vraiment tactiquement il aborde ce match de la meilleure des manières. Comment? Je n'aurai pas les réponses clés pour tout ça, mais une chose est sûre, c'est que je pense qu'il ne faudra pas rééditer le match retour face à Chelsea ou la double confrontation face à Paris. C'est évident. Bon, ce match, de toute façon, on en reparlera, je pense, dans une bonne grosse semaine, quelques jours avant le match, parce qu'il y a encore pas mal d'incertitudes. Ferland Mendy du côté du Real, Kevin De Bruyne notamment côté Citizen. Donc on reviendra dessus. Mais là, comme ça, là, on est à 10 jours de la confrontation, enfin du match aller. Quel est je sais pas, ton pourcentage de confiance pour la qualif? Franchement, je vais être neutre, un peu langue de bois, et pourtant, j'aime pas ça. Mais c'est du 50-50. Vraiment, c'est le type de rencontre où on ne sait pas ce qui peut se passer. Et on le sait très bien, une erreur d'arbitrage, même s'il y a le VAR, un carton rouge, ça peut modifier la donne. Les blessés, comme tu le dis, le fait de ne pas avoir Ferland Mendy, pour moi, ça peut être très préjudiciable pour le Real, vraiment. Parce que je ne nous vois pas jouer avec Marcelo, je suis désolé, mais il n'a absolument plus de niveau. On a Miguel qui est blessé jusqu'à la fin de saison, donc ce serait ou Marcelo ou Nacho. J'ai peur que face à Mahrez, ça soit compliqué. Donc voilà, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Ça reste du 50-50 parce que ça reste deux grosses équipes, deux grosses cylindrées. Tout peut se passer. Je suis un peu confiant parce que je me dis que pour remporter une Ligue des Champions et un titre majeur, il faut un grand gardien et un grand neuf. Et je pense que parmi les quatre, personne n'a de meilleur neuf et de meilleur gardien. C'est un petit peu l'élément qui me laisse à penser que le Real a forcément toutes ses chances. Et puis le Real Madrid, c'est le Real Madrid. C'est sa compétition. Et quand le Real Madrid est dans le dernier carré, forcément, il ne doit avoir peur de personne. Il n'a peur de personne et il peut faire tomber tout le monde. Ok, je suis plutôt d'accord avec toi. Bon, moi, je t'avoue que je penche un petit peu plus sur le négatif. Je dirais peut-être du 60-40. Parce que le duel Pep contre Carlo Ancelotti me terrifie. Je pense que Guardiola va trouver les petits ajustements tactiques qui vont permettre, un peu comme Chelsea au Bernabeu, d'emmerder le Real Madrid, de l'empêcher à bien ressortir le ballon et à jouer son jeu, le jeu qu'il veut mettre en place. Et je ne sais pas si Carlo Ancelotti aura les solutions. Et s'il les a, est-ce qu'il aura le culot de prendre les décisions? Parce que le genre de décision qui peut être amené à prendre, c'est sortir un Tony Kroos rapidement pour mettre un Kamavinga qui a plus de volume de jeu, etc. Et je suis pas sûr qu'il fasse ça, en tout cas sur une bonne partie du match. Voilà. C'est un changement qu'il pourrait faire sur les 20 dernières minutes comme il l'a fait contre Chelsea, mais je ne le vois pas faire ça sur un début de match et même à la mi-temps, ou enfin, prendre une décision forte à ce moment-là de la saison comme ça. Ok, bon, sans chercher à provoquer le karma, le bon vieux karma. Supposons que le Real Madrid se hisse en finale de la Ligue des Champions, que c'est aussi la question de la vidéo. Je crois que le Real serait favori, peu importe l'adversaire, que ce soit Villarreal. Bon, Villarreal, il n'y aurait pas photo.
Mais même face à Liverpool, tu vois le Real favori sur une finale? Ouais, sur une finale, le Real sera toujours favori, peu importe la compétition et encore plus en Ligue des Champions. Après, forcément, on a connu que des victoires en finale de Ligue des Champions. Attention à ne pas avoir de désillusions. Ça pourrait arriver de toute façon. Ça a été déjà le cas dans le passé. On l'a pas connu et tant mieux. Mais voilà, sans être négatif, forcément, pour moi, le Real est toujours favori en finale de Ligue des Champions face à n'importe quelle équipe parce que c'est une équipe d'expérience et parce que historiquement, voilà, le Real Madrid ne perd que très rarement de finale et encore moins en Ligue des Champions. Maintenant, si on jouait face à Liverpool, forcément, c'est une équipe qui l'a remporté il y a 2 ans, avec quasiment le même groupe. Ça serait une équipe qui serait très expérimentée. Et par exemple, ce ne serait pas la même finale qu'on a vue, la dernière remportée par le Real. Ça serait compliqué. Je pense que ce serait un très très beau duel et qu'il n'y aurait pas réellement de favori sur le papier en tous les cas. Mais évidemment, à mon sens, le Real Madrid est toujours favori en finale de Ligue des Champions. C'est pour moi évident. D'accord, ouais. Et d'ailleurs, si le match contre Manchester City se jouait sur un seul match, je mettrais plutôt 60-40 pour le Real cette fois-ci. Parfait, bah Exactement. voilà qui est dit. Il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit, pour les meringues. La voie est toute tracée. Vous aussi, dites-nous dans l'espace commentaire, dans les coms, ce que vous pensez. Et faites-nous part également des sujets que vous aimeriez que l'on évoque en vidéo avec Rota. On lira les commentaires et on verra ce qu'on peut faire. D'ici là, prenez soin de vous comme toujours. Et puis on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Real France. Allez, ciao! Ciao.